Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magnifique décor de théâtre. Bienvenue au TAP, le théâtre auditorium de Poitiers. Bienvenue donc à Poitiers pour célébrer un anniversaire très spécial, celui des 100 ans du groupe Sorégie. Alors évidemment, rendez-vous compte, 100 ans, ça se fête. Voilà pourquoi nous allons y mettre autant la forme que du fond. Et c'est promis, nous allons vous dispenser d'une longue et fastidieuse rétrospective. Nous ne nous complairons pas non plus dans de l'autosatisfaction pour cette célébration. Un siècle d'histoire, c'est avant tout 100 ans de prise de recul nous permettant d'appréhender l'avenir autrement. Vous l'avez remarqué, énergie avec un S, territoire également au pluriel, climat, Europe. Aujourd'hui, Sorégie donne la réplique en commençant par la prise de parole du président du directoire de Sorégie, monsieur Frédéric Bouvier. Bienvenue. Merci. Alors, comme je disais en propos liminaire, c'est vrai qu'on aurait pu fêter cet anniversaire en regardant le passé, mais vous avez décidé de vous tourner vers l'avenir. En tout cas, c'est la posture que vous adoptez aujourd'hui. Oui, hier, il y a 100 ans, Sorégie, c'était l'électrification rurale de la Vienne. Aujourd'hui, c'est un groupe d'entreprises locales d'énergie qui rend la transition énergie-climat accessible à tous, en région Nouvelle-Aquitaine et puis un petit peu partout en France. Et puis ce qui compte surtout, c'est demain. Et demain, finalement, notre défi à nous, c'est réussir la décarbonation massive de la consommation finale d'énergie. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour la sécurité énergétique, on fait ça pour le pouvoir d'achat, on fait ça pour la compétitivité des entreprises, on fait ça pour l'attractivité des territoires et on fait ça pour le climat. Mais ce sont des défis absolument considérables. Et voilà pourquoi on ne fait pas une commémoration. On célèbre nos 100 ans en nous tournant vers l'avenir, parce qu'on est conscient ici, chez Sorégie, depuis 100 ans, à travers notre projet entrepreneurial territorial, que les défis qui sont devant nous sont considérables. Et au cœur de nos valeurs, il y a l'innovation. Mais innover pas pour des gadgets. Nous, on innove ici pour anticiper les mutations. Et comme je le disais, nous sommes face à des défis considérables, on peut dire des défis intergénérationnels. Comment atteindre la neutralité carbone? Je vous pose la question. C'est facile de planifier. Neutralité carbone en 2050. Comment faire face aux crises géopolitiques d'un monde en recomposition? De plus en plus compliqué là. Et c'est pas fini. Comment maintenir une énergie abondante et bon marché? Voilà, 3 défis intergénérationnels, des défis majeurs et qui, pour une entreprise comme Sorégie, nécessitent vraiment d'innover pour anticiper les mutations. Donc 2025, 2050, vous savez, le secteur de l'énergie, c'est un secteur du temps long, en particulier chez les électriciens. Eh bien, le monde d'aujourd'hui dessine déjà les futurs possibles. Et tous ne sont pas souhaitables. Est-ce que nous sommes prêts à prévoir l'imprévisible? Moi, c'est un enseignement qui, à titre personnel, est celui de mes 5 premières années au sein du groupe, puisque je suis arrivé en 2020. Rien ne s'est passé comme prévu. Est-ce qu'on pouvait prévoir l'imprévisible de la crise du Covid? Est-ce qu'on pouvait prévoir l'imprévisible de l'Ukraine? Est-ce qu'on pouvait prévoir les centrales nucléaires qui ne répondent plus, etc., etc. En fait, moi, je pense qu'on peut prévoir l'imprévisible. Mais encore faut-il qu'on change de posture, qu'on accepte de considérer les choses telles qu'elles sont. Et en particulier, qu'on accepte de voir le signe noir, C-Y-G-N-E. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Et donc, en fait, pour nous, c'est ça l'innovation. Il s'agit d'explorer radicalement de nouveaux angles de vue, parce qu'on pense chez Sorégie que c'est comme ça qu'on pourra être vraiment acteur de notre futur énergétique. Et ces nouveaux angles de vue, c'est la technologie, c'est l'économie, ce sont les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux. Et c'est ce que nous vous proposons cet après-midi.
Et en particulier, en ouverture, on va vous proposer un format très innovant, en tout cas dans le secteur de l'énergie, mais pas tant que ça, en particulier chez nos amis militaires. Voilà, on va vous emmener dans un voyage méthodologique qui est celui que pratique l'état-major des armées depuis plus de 5 ans, dans le cadre du programme Red Team. Qu'est-ce que c'est le programme Red Team ? En fait, les armées ont voulu donner une nouvelle dimension prospective à leur manière d'aborder l'avenir, en se disant non, on ne peut pas continuer comme avant, parce qu'on n'arrive plus à prévoir vraiment les menaces. Et donc, ils sont allés puiser dans la science-fiction, dans les sciences pluridisciplinaires, dans les arts, pour essayer d'imaginer le futur, d'envisager l'imprévisible et de pouvoir le prévoir. Alors parfois, ça paraît un peu dystopique, mais en réalité, moi, le retour d'expérience des 5 dernières années, c'est qu'à mon avis, c'est comme ça qu'il faut qu'on se projette. Et donc, puisque nous sommes au théâtre, place aux acteurs. Absolument, nous sommes, Frédéric, dans un théâtre. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Je vous pose la question à plonger dans 2 propositions futuristes. Je vous propose maintenant de rentrer pleinement dans l'univers dystopique de Divergence. Attention. L'Europe entière s'apprête à vivre des moments cruciaux. Les années à venir, nous le savons, seront déterminantes pour les futurs de chacun des pays européens. Pour prendre le bon chemin, nous vous proposons en retransmission dans toute l'Europe et chaque jour d'explorer les différentes versions possibles de notre avenir, de nos avenirs. Bienvenue dans Divergence. Comme chaque semaine, notre algorithme a tiré au hasard 2 fils de nos futurs. Le futur 25B. En 2030, une décennie de crise s'amorce après que les États-Unis ont quitté l'OTAN. En 2038, en Asie, la Newson Corp réussit pour la première fois la fusion nucléaire. Cette révolution énergétique donne lieu à la création de nouvelles routes de la soie. L'Union européenne signe un accord historique avec la Newson Corp en 2045. Et en 2048 s'achève donc la création d'un réseau énergétique mondial, interconnecté et régi par ce géant venu d'Asie. Désormais, toute l'Europe est alimentée en électricité par la Newson Corp. L'accès facilité à l'énergie et le contrôle important effectué auprès de chacun des individus permet à la planète d'atteindre des records de décarbonation. Vous pourrez le comparer aujourd'hui au futur 43E. En 2028, le climat de récession globale pousse de nombreux pays au protectionnisme au détriment des institutions internationales. En 2035, les fournisseurs d'énergie nationaux mettent peu à peu la clé sous la porte face à l'avantage compétitif des acteurs privés autorisés sur les marchés et faisant usage de toutes les sources d'énergie à leur disposition. En 2044, la société voit clairement émerger des communautés que tout oppose, entre l'ultra high-tech des mégalopoles qu'on appelle des citadelles et les territoires alentours aux réseaux très peu entretenus, les périphéries. En 2048, une tempête solaire causant un blackout généralisé mène à l'abandon complet des liens énergétiques avec les périphéries. En 2050, nous avons donc d'une part un monde décarboné, à l'énergie abondante et interconnectée, et d'autre part un monde organisé en communautés diverses faisant usage de toutes les ressources disponibles à leur disposition. 2 candidats venus de 2050 sont présents parmi nous pour défendre leur réalité. Pour représenter le futur 25B, ou paradis cleantech, voici Thomas. Ce jeune Européen de 39 ans est depuis peu inspecteur en chef au sein des Gardiens de l'énergie, organisme qui surveille le maintien d'un comportement respectueux de l'environnement par chacun des citoyens. Sa mission, vérifier que la population ne dépasse pas le seuil maximal de consommation énergétique autorisé. Quant au futur 43E, l'ère des citadelles, voici Laura, 39 ans. Cette self-made woman a fait toute sa carrière chez le fournisseur énergétique de sa mégalopole, Arvacel, grimpant l'échelle hiérarchique à vitesse grand V pour être aujourd'hui directrice stratégique. Il est temps maintenant de laisser l'avenir parler. Et pour l'aider, accueillons comme il se doit l'animatrice préférée des Français. J'ai nommé Fanny Agostini. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans l'émission Divergence. Nous sommes comme chaque semaine évidemment en direct et nous allons démarrer, cher public, car vous connaissez bien l'émission, par cette séquence avec 3 mots marquants que vont choisir nos candidats. Ils auront quelques secondes pour les expliciter, 3 mots marquants qui vont pouvoir finalement refléter leur version du futur et ensuite place au débat.
Thomas, c'est à vous d'ouvrir le bal. Eh bien, je dirais sobriété heureuse. Vous ne vous en rendez sûrement pas compte aujourd'hui, mais c'est possible. Nous vivons, nous, dans une société quasiment totalement décarbonée. Et sans nous priver de l'essentiel pour autant, sans nous priver de rien, à vrai dire. Une vie harmonieuse, équilibrée, une vie tranquille. Tout ça, en partie parce que nous avons su bénéficier de l'innovation révolutionnaire venue d'Asie, la fusion nucléaire. L'énergie propre n'est plus un problème et ça change tout. Aussi parce que par ailleurs, la Newson Corp, en investissant jusque dans toute l'Europe pour construire un réseau énergétique mondial, a permis d'éponger la dette de tous les pays européens. Elle nous permet à tous de vivre correctement et sans polluer. Sans polluer. La transition énergétique qui obsède votre époque n'est plus un objectif, on y est. Alors, j'ajouterais même un troisième mot après sobriété heureuse. Apaiser. L'éco-anxiété, du moins du point de vue des préoccupations climatiques, l'éco-anxiété n'est plus un sujet. Vous vous rendez compte ? Et sur le gong, c'est la fin du temps réglementaire. Thomas, c'est à vous, Laura, de nous faire part de votre devise. Oh, une devise, je ne sais pas, mais je dirais souveraineté, volonté, liberté. Notre monde s'est emparé de la réalité. Alors les conditions climatiques sont dures, oui, mais ça, le tout, c'est de savoir s'emparer de ce que le progrès nous offre. Les institutions internationales n'ont plus le pouvoir, on ne compte plus en vain sur l'État. Le monde s'est réorganisé en mégalopole pour permettre de profiter des ressources disponibles, notamment énergétiques, là où elles sont, quelles qu'elles soient. En utilisant ce que le territoire a à nous offrir et en concentrant l'activité, on permet une innovation foisonnante. Moi, j'ai accès à toutes les technologies de pointe, à la possibilité de vivre dans un environnement que vous ne pouvez même pas imaginer. Je me déplace partout en quelques minutes et en toute sécurité grâce aux capsulaires, c'est des taxis aériens en gros. Je sais bien qu'on consomme jusqu'à la dernière goutte de pétrole, mais par exemple, j'ai l'impression d'avoir reculé de 100 ans dans le temps en revenant ici. Par exemple, j'ai dû prendre le taxi. Non mais l'enfer, les embouteillages, tous ces gens rageux. Et puis pardon, mais j'ai mal aux yeux avec vos projecteurs aussi. Pardon Laura, le temps est écoulé. On entre dans le débat d'ailleurs avec Thomas. Oui, allez-y, on entre dans la partie débat, on vous écoute. Non, j'ai l'impression que Laura oublie de préciser que le confort et la technologie auquel elle fait référence ne concernent qu'une partie de la population. Celle des mégalopoles. Mais il y a aussi les périphéries. Et là, pas de confort, pas d'énergie, rien. J'aimerais l'interroger sur ces contradictions flagrantes. Et aussi, au-delà de ça, mais peut-être une question à la fois. Oui, absolument. On va laisser Laura répondre à la question des inégalités. Bah, les inégalités, elles ont toujours existé, non ? Enfin, vous ne me direz pas le contraire. C'est pour ça que j'ai dit volonté aussi. Je vis aujourd'hui dans une des citadelles les plus performantes au monde, mais il y a quelques années, j'étais avec ma famille dans une autre communauté en périphérie. Et alors bon, déjà, c'était pas la jungle non plus. Hein. On fonctionnait en low-tech, on autoconsommait grâce à un panneau solaire pour plusieurs familles, on se lavait à l'eau froide avec un gant, on faisait pousser ce qu'on pouvait, on était solidaires. Et il y en a à qui ça va de vivre comme ça. Moi, je voyais les lumières de la ville et ça me faisait rêver. Oh. Bah si. J'ai travaillé dur, j'ai obtenu un poste chez Arvacel, j'ai commencé en bas de l'échelle et aujourd'hui, j'ai accès au meilleur du meilleur. Je ne veux pas être désagréable, mais votre égalité à vous, elle passe par un degré de contrôle hallucinant. Vous n'avez même pas parlé de votre métier, par exemple, gardien de l'énergie. Je veux dire, tout le monde peut avoir accès à la durée exacte et à la température des douches de son voisin quand même. Hein. Ce contrôle permet de protéger la planète, et donc nous, ses habitants, de permettre que chacun ait sa part. Car oui, j'ai bien dit sobriété heureuse. Nous faisons en sorte de ne pas augmenter les dégâts causés par nos prédécesseurs, sans offense. Et par ailleurs, vous me semblez oublier que ce contrôle permet à chacun d'accéder au confort aussi dans bien d'autres domaines. Oui, on connaît la durée de ma douche, mais aussi mon rythme cardiaque. Au moindre pépin, j'ai accès aux meilleurs spécialistes de la région, où que je sois. Ce système permet d'optimiser l'accès aux soins pour tous.
Et ce n'est qu'un exemple. Nous n'abîmons pas la planète. Et pourtant, j'ai besoin de rien. Et c'est pareil pour tout le monde autour de moi. Parce que, pardon d'insister, mais je crois savoir que certaines communautés ne sont pas solidaires, comme vous le décrivez, et que même au sein des citadelles, votre système de blockchain et de spéculation sur les actions énergie d'Arvacel donne lieu à du hacking. Ah, mais oui, l'être humain jalouse l'autre, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça a toujours été le cas. Certains, plutôt que vouloir se faire une place, essayent d'abîmer celle des autres. C'est ce qu'on appelle la nature humaine. Et encore une fois, nous nous adaptons. Nous améliorons de jour en jour la sécurité de notre système. Et le système de blockchain, par ailleurs, permet une vraie fluidité de la circulation de l'énergie. Au-delà de venir de sources multiples, elle va là où elle est nécessaire, quand elle est nécessaire. Et si certains se font du profit dessus au passage, je vois pas où est le problème. Ah, et pardon, mais si vous voulez parler de système de santé, nous avons développé des hôpitaux ultra performants, et pas que nous, les autres mégalopoles aussi d'ailleurs, si je suis honnête. J'ai aussi des check-ups complets de ma santé. Mais quand je le décide. Je suis désolée d'interrompre ce débat, c'est vraiment passionnant. En revanche, gardez-en sous le pied, gardez de l'énergie, puisque démarre la séquence impromptue. Je vous rappelle la règle, elle est très simple. Une question rapide et vous répondez sans réfléchir, du tac au tac. La lumière sélectionnera l'un d'entre vous et parfois vous répondrez chacun à la même question. C'est parti. Sur une échelle de 1 à 10, combien de coupures de courant avez-vous connues cette année? Facile. Thomas? 0. Notre système énergétique est parfaitement stable. Voilà. Laura? Honnêtement, je ne les compte plus. Enfin, en périphérie, c'était quasiment quotidien et en citadelle, une ou deux grosses coupures cette année, oui. De grosses coupures tout de même. Sur une échelle de 1 à 10, toujours, comment évaluez-vous le prix de l'énergie dans votre quotidien? C'est à Thomas. 9. Peut-être même 10. L'énergie est accessible, mais effectivement coûteuse. C'est le prix à payer pour notre confort durable et notre sécurité énergétique mondiale. Voilà. Chez nous, en citadelle, 2 ou 3 maximum. Alors oui, évidemment, en périphérie, le prix grimpe vite. Enfin, ça dépend complètement des communautés. Sur une échelle de 1 à 10, toujours, comment êtes-vous impacté par la température? Pardon, mais je trouve que vos questions sont injustes, mais bref. Excusez-moi, elles sont légitimes. Chacun son point de vue. Moi, j'ai la clim, et pas celle de 2025. Ça fout pas les sinus en l'air, je contrôle au dixième de degré près. Je m'en fous de la température extérieure. Mais oui, je ne vais pas vous mentir, en périphérie, à des pics à 50, enfin, je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Ok, très bien, dans ce cas, on enchaîne. Sur une échelle de 1 à 10, pouvez-vous évaluer la place de l'IA, l'intelligence artificielle, dans votre quotidien? C'est pas facile à quantifier. Enfin, elle est présente partout, mais comme une aide discrète. Ce que je veux dire, j'imagine, c'est que c'est 10. Mais ressenti 1. Non, mais sérieusement, une aide discrète pour la Newson Corp, peut-être, oui, pour bien assimiler et contrôler vos données, mais pour vous, je veux dire... Je suis désolée, Laura, vous connaissez le format, ce n'est pas un débat, d'autant qu'il me reste une autre question à vous poser. Connaissez-vous votre bilan carbone? Non, oui. Et je ne veux pas vous choquer, mais ça m'est surtout complètement égal. On s'adapte, on laisse sa chance au progrès. Oui, à chaque seconde. Et celui de la planète aussi. On approche du 100% décarboné. Incroyable. Chose promis, chose due. C'est l'heure, comme à chaque fin d'émission Divergence, de donner la parole au public. La lumière va sélectionner 2 d'entre vous et vous aurez la chance d'adresser une question, 2 questions à nos candidats. La parole est à vous. Oui, madame? Bonjour. Bonjour, ma question s'adresse à vous, Laura. Au début, dans la vidéo, vous citiez des tempêtes solaires, des blackouts. Et c'est vrai que dans ce monde très archipélisé où c'est du chacun pour soi, je me demande si vos systèmes ou vos réseaux sont atteints. Concrètement, comment vous faites? Vous êtes seul? Mais nous sommes une communauté qui innove. Chaque citadelle à sa façon, en utilisant toutes les ressources énergétiques à sa disposition et de façon optimale avec les technologies que la communauté a choisi de favoriser. Cette organisation du monde concentre aussi la recherche et donc l'innovation et nous permet de faire en sorte de nous prémunir contre les aléas du climat dans les zones protégées. Nous avons développé de quoi nous protéger tout simplement.
Les tempêtes solaires, pour nous, en 2050, c'est comme la neige pour vous en 2025, vous voyez. Les villes qui n'y sont pas préparées galèrent, tout s'arrête, c'est une catastrophe. Et les autres font des bonhommes de neige et des poèmes sur le doux manteau blanc de l'hiver. Vous vouliez Oui. ajouter, Thomas? Pardon, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux un monde où le risque de tempête solaire est éliminé, et pour tout le monde, plutôt que toujours devoir s'adapter au pire qui ne manquera pas d'arriver, et d'une façon inégalitaire qui plus est? Parce qu'avec votre innovation et vos ressources que vous utilisez sans limite pour protéger vos citadelles, vous créez des dégâts qui affecteront les autres en périphérie. Je veux dire, notre monde à nous est paisible. Tout le monde y profite au même titre et sans abîmer la planète davantage. Nous en prenons soin. Alors oui, en régulant notre consommation, mais nous ne nous privons de rien pour autant. Grâce à l'énergie nucléaire dont toute l'Europe profite. Oh, mais ça va, monsieur, tout le monde est content, là. Si l'unique acteur privé qui vous la donne, votre énergie, décide d'aller faire ses profits ailleurs, vous faites quoi? Et surtout, le jour où un imprévu rend votre technologie obsolète, le jour où votre système mondialisé, uniformisé, tout bien standardisé, la flanche, vous faites quoi? Vous faites comment pour repartir de zéro? Et puis pardon, mais votre communauté égalitaire est-elle vraiment si souhaitable? Une communauté où on dénonce son voisin parce qu'il a un peu trop écouté de musique, un peu trop dépensé de bandes passantes pour finir son film, et où on risque de voir son portrait affiché partout et mis au banc de la société parce qu'on a osé émettre un peu de CO2? S'il vous plaît, Laura, restez cordiale. Merci. D'autant qu'on a encore une question en provenance du public. Merci. Oui, madame, allez-y. Bonjour, moi j'ai une question peut-être un peu naïve pour Thomas. Est-ce que vous êtes heureux vraiment? Je veux dire, vous dites n'avoir besoin de rien, d'avoir tout. Mais c'est quoi ce tout? Et surtout, on a envie de quoi dans ce monde-là quand il n'y a aucun choix possible, aucune surprise? Comment on fait? Je crois que vous ne prenez pas le problème dans le bon sens. Je veux dire, je crois que vous créez un problème parce que... Thomas, ressaisissez-vous. Pardon. Je suis fatigué. Vous savez de quoi j'ai envie? J'ai envie de prendre un bon bain chaud. J'ai envie de rentrer chez moi, tard, du travail, et de dire j'ai envie d'un bon bain chaud, j'ai envie d'avoir une baignoire, et de me faire couler un bon bain chaud. J'ai envie d'avoir mes doigts tout fripés, là, vous savez, comme des raisins secs quand on les a trop laissés tremper dans... Je sais pas, pardon, je suis désolé. Pardon. Thomas, on va quand même terminer. Je suis complètement navrée. Enfin, c'était absolument pas prévu. On va pas pouvoir terminer l'émission comme il se doit. D'autant qu'on me dit dans l'oreillette que les soliloques devraient offrir une part égale. Laura, vous voulez le mot de la fin? Non, mais juste vous dire, ne vous laissez pas décourager par son découragement, ni par le mien d'ailleurs, parce que oui, c'est dur en fait. Je sais bien que ça transparaît, je suis pas bête. Oui, les choix qu'on a faits, les chemins qu'on a pris rendent nos vies médiocres, quoi qu'on puisse en dire. Oui, je lutte en permanence pour maintenir mon statut, tout en luttant aussi contre l'idée que ma famille un jour pourra crever de froid, de faim, de je sais pas quoi. Mais vous avez encore le temps. Vous n'avez pas pris le tournant. Vos options ne se limitent pas à un choix entre la dépendance énergétique totale à un grand géant mondial qui contrôle tout et une archipélisation extrême, inégalitaire, soumise aux aléas d'un climat qui ne fait qu'empirer. Ne vous laissez pas déprimer par ce qu'on vient de dire. Vous avez encore la possibilité de construire un chemin qui va vers le mieux. Prenez cette chance.